Bon vendredi tout le monde, bienvenue à Histoire de passer temps, édition du 27 janvier 2017. Étienne Lapointe au micro de Choc avec vous pour la prochaine heure. En ma compagnie en studio aujourd'hui, Anne-Frédéric Morin qui poursuit sa série de chroniques sur les réserves autochtones et qui nous amène en Gaspésie cette semaine, plus précisément dans la réserve Micmac, de l'Istugouche. Oui, c'est ça, exactement. Bonjour Anne-Frédéric, ça va bien? Ah, ça va bien toi-même? Très bien, merci. De l'autre côté, Adèle Clapperton-Richard nous transporte en Amérique espagnole, espace géographique qu'on explore pas assez souvent, tout simplement. On s'en va à l'époque coloniale et Adèle pose une question fondamentale. Bolivar était-il vraiment un libertador? Et aussi, quelle a été la place des femmes au sein des mouvements d'indépendance de l'hémisphère sud des Amériques à cette époque? Bonjour Adèle. Bonjour Étienne. Bienvenue en studio. Merci. Et enfin, Isabelle Dufour nous amène de nouveau en Grèce antique, sa spécialité, bien entendu. Et il nous explique ce qu'est le mythe de la Grèce blanche, un mythe qui a contribué à laisser croire à une supériorité d'un Occident blanc et masculin. Bonjour Isabelle. Bonjour. Mais avant toute chose, comme d'habitude, Amélie Roy-Bergeron nous indique quelles sont les activités à caractère historique qui devraient figurer à notre agenda cette semaine. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine, Amélie? Oui, allô Étienne. D'abord, le 29 janvier, ce dimanche, il y a la conférence de Mélanie Lévite sur les pionnières des mouvements syndicaux dans les industries du vêtement. C'est organisé par la Société d'histoire du Myland et ça aura lieu à 14h dans la magnifique bibliothèque Mordecai Richler au 5434 avenue du Parc. C'est une ancienne église qui a été modifiée en bibliothèque. C'est vraiment magnifique. Sinon, le 31 janvier, à 14h, Ghislaine Lemay, la conservatrice, ethnologue et archéologue du Musée McCord, présente lors d'une conférence des objets souvenirs réalisés par les communautés autochtones du 19e et du 20e siècle. C'est issu de la collection Premiers Peuples et c'est en lien avec la nouvelle exposition Porter son identité, la collection des Premiers Peuples. Sinon, toujours au McCord, grosse semaine au McCord, le 1er février à 14h aussi, il y a les belles soirées de l'Université de Montréal qui nous invitent à venir assister à une présentation donnée par Hélène Sanson, qui est commissaire de l'exposition sur l'exposition Notman. Comme ça a lieu dans les soirées, dans le cadre des belles soirées, ça coûte malheureusement 25 $. Oh, c'est pas donné, ça. C'est pas donné, mais il paraît que c'est le fun. Ouais, puis c'est vraiment bien organisé, puis c'est au McCord, fait que... Voilà. Sinon, le 2 février, dans le cadre des Jeudis d'histoire du groupe d'histoire de Montréal, Max Heyman présente The Amnesty Campaign for Louis Riel, Exploring an Ultramontane Network, 1871-1874. C'est présenté à l'UQAM au A6290 à 17h. À 17h, oui. Puis sinon, il y a un appel de communication pour le colloque de l'Association des études du Proche-Orient. Le colloque aura lieu le 27-28 prochain et vous avez jusqu'au 24 février pour envoyer votre court texte. Merci beaucoup Amélie pour cette joyeuse semaine qui nous attend encore une fois. Et sans plus tarder, je cède le micro à Isabelle qui nous parle, qui démythifie un peu cette Grèce antique blanche. En effet. Donc, avant le 19e siècle, les savants croyaient que les Grecs n'avaient pas utilisé de couleurs dans l'ornement de leurs sculptures et de leurs monuments. En fait, ils vivaient en noir et blanc. Exactement, sans couleur. Ça devait être, ça aurait été un peu plate, je pense. Donc, encore aujourd'hui, l'image qui nous reste en tête est celle d'un Parthénon blanc et de statues blanches immaculées. Cette version, somme toute erronée, s'est avérée un modèle pour les constructions provenant des courants philosophiques et artistiques classiques et néoclassiques qui ont été très populaires dès le 17e siècle jusqu'au 19e siècle. Leur renaissance fut en effet une période où le monde antique fut redécouvert, valorisé et réinterprété par ses contemporains. Les grands textes philosophiques faisaient maintenant partie de l'éducation des gens de bonne famille. Cette Grèce antique fut donc appréhendée comme étant non seulement le berceau de la démocratie, mais aussi du monde occidental, et aussi faisant partie du patrimoine culturel occidental, donc de plusieurs pays en fait. Donc on a reproduit cet idéal artistique pour ennoblir les résidences et les grands monuments municipaux. Plusieurs archéologues, historiens et aristocrates faisaient le voyage pour étudier ces sites. Donc, durant le 19e, 20e siècle, moins le 20e siècle, mais surtout le 18-19e siècle, c'est les aristocrates, en fait, ceux qui avaient les sous pour faire les fouilles, en fait, t'étais pas obligé d'être archéologue ou historien pour le faire, donc ça a fait... T'avais juste besoin d'avoir de l'argent pour pouvoir le faire. Exactement, donc ça donnait de drôles de découvertes, et des fois, on plus nuit qu'aidé, mais bon. Ouais, c'est ça, en termes de conservation, ça n'a pas dû être l'idéal, là. Non, parce que des fois, il fallait juste creuser, fait que voilà, ça a un peu détruit ce qu'il y avait par-dessus. Voilà, donc malgré tout, ces savants ont dû se rendre à l'évidence, les Hellènes utilisaient la polychromie dans leur art. Ces teintes colorées se sont tout simplement effritées avec le temps et à cause des dangers du désagrégement, en fait à cause du soleil et de l'air ambiant.
Ou tout simplement aussi les guerres. En fait, aussi, lorsqu'on a voulu éradiquer le paganisme, on a tout simplement détruit les temples et les statues. Voilà. Fait que bref, c'est en creusant qu'on s'est rendu compte que, en trouvant des pièces finalement qui n'étaient pas abîmées par la lumière du soleil, on s'est rendu compte qu'il y avait de la couleur. Exactement. Donc c'est pour ça que les premières découvertes étaient blanches, en fait. Et ce qui était encore visible aussi, c'était blanc. Voilà. Où il restait seulement que des petites particules aussi. Donc, on pensait que c'était des défauts ou simplement des erreurs dans la découverte, finalement. Donc, il y a eu deux tendances suite à ces découvertes colorées. Donc, il y a eu l'acceptation qui a été minime. Et puis, plus généralement, il y a eu un aveuglement volontaire. Mais pourquoi? Tout d'abord, cette initiative, je vais juste revenir un peu sur l'histoire du blanchiment. Puis après ça, on va revenir avec toutes... les enjeux sur la reconstitution des couleurs et l'acceptation, si on veut, scientifique. Donc, cette initiative du blanchiment est venue dès l'Empire romain, en fait. Les Romains étaient vraiment, je dirais, des admirateurs de l'art grec. Ils ont fait dès lors des moulages. Ils étaient très bons pour la reproduction. Mais eux, ils aimaient mieux les statues blanches. Peut-être aussi en raison aussi des coûts, là, parce que ça coûtait très cher de l'entretenir et tout. Donc, peut-être aussi dans cette idée-là, mais... Donc, ce blanchiment-là s'est perduré jusqu'au Haut Moyen-Âge. Voilà. Et le mythe de la Grèce blanche, en fait, a trouvé un peu son apogée sur les régimes totalitaires dans la période entre les deux guerres, sous Mussolini et Hitler, et le régime nazi, si on veut. Ce qui s'accompagnait aussi... Donc, on mettait de l'avant une culture de l'athlète viril, blanc et occidental, ce qui s'accompagnait d'un rejet total des couleurs qui était, en fait, relié à l'Orient. Cette polychromie était évidemment aussi annexée au féminin, source de décadence et de désordre. Bien entendu. Tout de tout, finalement, qu'on veut pas connaître, qu'on veut pas reconnaître surtout. Exactement. Ainsi, l'Orient et le féminin devenaient deux ennemis importants de ces régimes politiques. Plusieurs statues blanches représentant cet exemplaire viril ont donc été produits dans les grands monuments de cette période. Encore aujourd'hui, pas moins de 60 statues de ce type se retrouvent toujours dans le stadium qui a été construit en fait sous l'ère mussolinienne. Donc à Rome, on peut toujours visiter ce stadium. Cette tendance se poursuivit aussi durant les Jeux olympiques de 1936 qui se déroulèrent à Berlin où on a vu vraiment un culte de l'homme viril blanc. Oui, un culte du corps. Hein. On se souvient du film de Leni Riefenstahl qui est allé en Grèce justement pour tourner les scènes d'ouverture du film où bon, il y a quand même un peu de nudité justement pour montrer la beauté des corps puis toujours en contre-plongée pour montrer comment ils sont grands, sublimes, beaux et magnifiques. Puis la deuxième partie du film s'appelait justement La fête de la beauté. Alors exactement. Donc ça aussi c'est une erreur en fait parce que vu qu'on pensait que vu que les couleurs étaient plus sur les statues, je vais y revenir, mais on pensait que les représentations en fait étaient des hommes nus ou des femmes nues, mais en fait la peinture, les couleurs montraient leurs vêtements. Donc on va y revenir, mais ils étaient pas nus en fait. Donc voilà. Donc avec ce petit parcours, somme toute bref, on peut voir que cet aveuglement volontaire et le mythe de la Grèce blanche a vraiment perduré, je dirais, jusque dans les années 50-60 du 20e siècle. Mais là, on parle d'aveuglement volontaire, c'est quand même une certaine forme de racisme. Oui, exactement. Voilà. Donc, c'est vraiment je peux dire, une réutilisation erronée, en fait, vraiment comme pour mettre de l'avant des... C'est une interprétation erronée d'une culture antique. Exactement. Voilà. Donc, pourtant, plus on fouillait, plus on trouvait des artefacts qui n'avaient pas subi les dommages causés par le soleil ou l'air ambiant. Et on retrouvait des statues qui possédaient des particules de couleur et des fois même toute une statue colorée. Donc, les fouilles d'Herculanum et de Pompéi, durant la deuxième moitié du 18e siècle, donc vraiment tôt, on a vraiment découvert des trucs extraordinaires, comme des grandes peintures murales, là, vraiment des murs, des pans de murs et des mosaïques aussi vraiment colossales qui avaient déjà toutes les couleurs qu'on a aujourd'hui. Ben, pas toutes les couleurs, mais une bonne palette. Donc, pourquoi Herculanum et Pompéi? C'est en fait qu'elles ont été préservées à cause de la couche de lave causée par l'éruption du Vésuve. En fait, je pense qu'il y avait des mètres de lave carrément durcis. Et puis, ça a gardé complètement intact les vestiges qu'il y avait en dessous. Herculanum, je connais pas beaucoup quoi, mais c'est à proximité de Pompéi. C'est juste à côté de Pompéi. OK, fait que c'est la même éruption que... Exactement. Oui, mais Pompéi est juste plus célèbre. Mais pourquoi on connaît plus Pompéi? Je pense que c'est parce que c'était la ville où on a fait le plus de moulages. Là. C'est surtout les moulages. En fait, je pense que quand on pense à Pompéi, c'est surtout les moules des gens morts. Là. Puis je pense... oui, c'est un peu macabre. Mais je pense que c'est peut-être aussi une question de la
les riches vivaient peut-être plus à Pompéi, ce qui fait qu'il y avait des plus belles choses. Les villas étaient plus belles, les mosaïques qu'ils ont trouvées étaient plus colorées, vivantes. Parce qu'à Herculanum, en fait, ce qui a fait sa diffusion, en fait, sa popularité, c'est un temple quasiment debout encore aujourd'hui. Donc, ils ont été capables de le remonter parce que c'est un des seuls où on a pu retrouver presque l'entièreté des colonnes. Donc, aujourd'hui, c'est super intéressant d'aller visiter Herculanum parce que c'est un des exemples d'un des temples grecs, en fait, qui a survécu. Donc voilà. Puis en fait, ce qui a vraiment mis fin à cette obsession de la blancheur, je dirais, du côté des scientifiques, c'est la découverte des corail. Donc c'est des prêtresses en statue sur le Parthénon. Donc le Parthénon qui était un des sites les plus fouillés, évidemment. Donc en 1884-1886. Donc dans la communauté scientifique, je dirais vers la fin du 19e siècle, on avait comme attesté, peut-être un peu à contre-cœur, que les statues étaient bel et bien blanches. Ben c'est ça, c'est que là, il y avait des preuves irréfutables, en fait. Exactement. Donc, ça a été très long. On a plusieurs récits aussi de scientifiques qui voulaient juste pas les voir, les corails. Ils disaient que c'était des monstres ou des oiseaux exotiques. Ah oui, non, il y a vraiment eu un déraillement, je dirais, de ce côté-là. Donc, de cette pureté déchue, naît plusieurs initiatives de reconstitution. Donc ça a été aussi... je dirais à essai-erreur. Donc, durant le 19e siècle, les Allemands vont jouer un rôle pionnier dans cette tentative de reconstitution. Donc, dès 1816, donc c'est vraiment très tôt, les sculptures du fronton du temple d'Aphaïa à Égine, qui est une petite ville sur une île, je ne me rappelle plus du nom, mais peu importe, sont exposées dans la Glyptothèque de Munich. Puis, dans le fond, ils vont en fait une copie peinte. Donc, c'est eux qui l'ont peint, en fait. Et en 1859, le prince Jérôme Napoléon, en France, va commander une maquette miniature d'un temple grec avec ses couleurs d'origine. Mais avant l'arrivée de la technologie contemporaine comme les ultraviolets, les microscopes vraiment, microscopes là, avancés, ces tentatives sont plutôt rejetées parce que c'était repeint. Donc, c'était pas vraiment beau. Je pense que la qualité n'était pas... ça rendait pas justice, en fait, aux originales. Mais depuis, je dirais, les 50 dernières années, plusieurs équipes multidisciplinaires ont reproduit des statues et des parties d'édifices. Donc aujourd'hui, quand on va en Grèce et qu'on visite les musées ou les grands musées européens, là, qui ont, je dirais, le 3/4 des vestiges grecs, il y a des reproductions et ils montrent comment ils faisaient la couleur, en fait. Là. C'est juste avec des roches, des minéraux là, qui étaient déjà colorés naturellement, puis on les concassait. Et je pense qu'on le mélangeait avec de l'huile, puis... Donc c'est vraiment impressionnant. Donc, que peut-on soutirer, en fait, de l'étude de ces couleurs? L'historien et archéologue Philippe Jocquet a montré que les couleurs étaient intrinsèquement reliées aux valeurs religieuses, anthropologiques et politiques de l'époque. En réalité, les Grecs associaient la blancheur à des sculptures inachevées, même bâclées. Donc, c'est vraiment le contraire de ce qu'on a prôné pendant tout ce temps. Là. Les dorures et les couleurs servaient souvent à camoufler des jointures ou les ensemblements de différentes pièces. Mettons des bras, souvent, les parties qui vont tomber en premier. Que lorsqu'on essaie de conserver des œuvres, ça va être les membres, là, les extrémités. Donc, il fallait les coller. Donc, ça, c'est caché par les couleurs. Puis, dans le fond, aussi, c'était pour créer des motifs, du relief. Comme je disais plus tôt, ils étaient vêtus. Donc, on voyait carrément les vêtements. Puis, des fois, c'est vraiment très, très fin. Mais s'il y a du relief, comment on a fait pour penser qu'ils étaient nus? En fait, c'est juste qu'aujourd'hui, c'est parce que je pense que tout ce qui était vêtements, c'était peint. Fait que ça, c'est parti. Puis tout ce qui reste, c'est la forme du corps. Ouais, mais s'il y avait du relief... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui, mais ça, on le perçoit plus dans les sculptures romaines. Quand ils mettent les armures, on voit le relief qu'il y avait sur l'armure. OK, sinon, c'est... Mais sinon, les Grecs, c'était vraiment c'était vraiment fin. Je pense que c'était comme en lin, je sais pas trop. En tout cas, c'était vraiment très, très fin. Donc, bref, ces thèmes possédaient donc un pouvoir structurant qui donnait vraiment du réalisme aux œuvres d'art. En fait, aussi, la polychromie donnait vie à ces représentations humaines et divines. Ça, je l'ai dit. Donc, aussi, comme je disais, c'est aussi erroné de penser qu'ils étaient nus, ils sont habillés. Puis, on remarque aussi que ces couleurs sont dégradées assez rapidement, donc on comprend pourquoi les Grecs dépensaient beaucoup d'argent dans la conservation des monuments et dans les temples et sanctuaires. Donc, on dépensait beaucoup d'argent. La ville, les cités pouvaient dépenser des sommes énormes juste pour entretenir les sanctuaires. Dernier petit exemple en finissant, juste pour vous dire, il y a aussi des statues en bronze. Puis les statues en bronze, en fait, ils mettaient même des
les yeux, c'était des boules de verre. Donc, on dirait vraiment des vrais yeux, Okay. là. Quand en tout cas, pour avoir visité plusieurs musées en Grèce, on dirait vraiment des vraies personnes. Fait que là, après ça, on peut imaginer pourquoi il y avait comme un engouement aussi dans les sanctuaires, les temples, on peut, tu sais, donc ça fait vraiment un contexte au recueillement, je dirais. Donc, voilà. Ben, merci beaucoup, mais tu disais qu'il y avait une justification politique, religieuse à l'utilisation de couleurs. Pourquoi? Bon, là, c'est la partie où j'ai moins élaboré dans la préparation de mon texte, mais tout ce que... C'est sûr qu'il y avait des couleurs qui étaient... le rouge, en fait, le pourpre était relié Associé au au pouvoir. pouvoir, ouais. Le bleu, j'imagine... c'est sûr qu'il y a des significations par rapport aux couleurs. Donc, j'imagine que... Les divinités ont chacune leur couleur Ouais, aussi. ils devaient avoir leur teinte aussi, donc j'imagine qu'ils devaient avoir un lien à faire avec ça, mais j'ai pas poussé davantage, je dirais. D'accord. Mais qu'est-ce qui a été vraiment le tournant là, concret? Est-ce qu'il y a une découverte qui a fait comme « Ah là, on est obligé, le blanc, ce n'est pas la réalité mais je pense complète. » que Herculaneum Pompéi, c'était des villes enfouies au complet. Fait que je pense qu'il n'y avait pas le choix de se dire là... Mais c'était des villes... c'était des villes romaines. Oui, mais vu qu'ils avaient repris... Dans le fond, ils copiaient l'art grec. Ah oui, ça, on le savait déjà à travers les textes, qui, dans le fond... Puis mais tu avais dit tantôt, les Romains avaient quand même été plus blancs dans leur art, mais là, de voir qu'ils en ont fait des colorés aussi, ça a comme... Exactement. Ça a été directement lié avec l'art grec. Puis eux aussi, en fait, cette reproduction de l'art grec, c'était aussi pour les gens qui étaient nobles, donc c'était toujours lié à au pouvoir. Au pouvoir, exactement. Moi, ça me faisait penser, quand tu as parlé de l'utilisation des régimes totalitaires de ce mythe-là, on peut pas s'empêcher de penser à quel point, en général, l'histoire peut tellement être facilement reprise, puis tournée en mythe à des fins politiques et à des fins de... C'est ça, là, qui... Oui, c'est ça. En fait, je peux comprendre un peu l'engouement vers... l'art grec blanc, parce que c'est vrai que lorsqu'on regarde, on rentre dans une salle puis c'est plein de statues blanches, ça donne un aura de pureté, de blanc, tu sais, je sais pas comment dire, de quelque chose d'un peu froid aussi, là, mais quand on regarde les représentations colorées, ça donne un tout autre, c'est pas pareil. Mais en même temps, tu sais, ça dépend des... Tu sais, je peux comprendre cet engouement-là, mais c'est vraiment un engouement patriarcal, je dirais, tourné vers l'homme, centré vers... donc, voilà. Mais d'autant plus que c'est apparu, surtout si je me trompe pas, au 15e, 16e, 17e siècle, cette interprétation-là. Exactement. Voilà. Puis qu'il y avait quand même une petite entreprise coloniale, si on peut dire. Oh oui, c'est qui n'est pas la partie la plus féministe de l'histoire non plus. Non, absolument pas. C'est clairement pas la portion la plus glorieuse. Dans le respect des peuples soumis, c'est toujours bien. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Ça fait plaisir. Pour les commentaires. On se quitte quelques minutes. On va rester, on se quitte avec une chanson, une petite pause musicale. On va rester en Grèce. On écoute Your Favorite, une pièce de Monica. C'est tiré de son premier album Avatar, paru en 2008. On se reparle dans quelques minutes. I'm gonna read that, baby. So take your time, 'cause at least you know my name. Come into my life day or night. I'm gonna wait, my darling, but take me home. Just before I get awake, just before this light of fate, just before my music breaks. On the tune, I feel your heart is wasted, and I feel so tired.
become my prey. I will try and hide. I feel your mind is wasted with this beautiful insides, with this beautiful empires, with this beautiful old times, without sunshine, without sunshine. De retour à Histoire de passer le temps en ce joyeux 27 janvier. Sans plus tarder, sans plus de préambule, j'essaie immédiatement le micro à Adèle Clapperton-Richard qui nous amène dans l'époque coloniale en Amérique latine. Oui, merci Étienne. Alors c'est ça, aujourd'hui ma chronique, c'est la première d'une série de petites capsules de démystification à propos de personnages ou d'événements clés de l'histoire de l'Amérique latine. En fait, j'espère simplement apporter une vision plus nuancée, disons, que celle de l'imaginaire plus populaire qui serait associé à certains faits historiques. Alors c'est ça, aujourd'hui je vous parle de l'indépendance, ou plutôt des indépendances, devrait-on dire, de l'Amérique espagnole, qui se sont réalisées au cours des 18e mais surtout 19e siècles. Je vous présente plus spécifiquement une figure centrale à laquelle généralement on pense comme automatiquement quand on évoque cette période de l'histoire, une figure qui incarne vraiment la lutte contre le pouvoir espagnol, et j'ai nommé El Libertador Simón Bolívar. Puis là, en fait, mon idée, au début, c'était juste de parler de Bolívar pour déconstruire un peu le mythe glorificateur qui l'entoure. Mais à ça, je trouvais important d'ajouter un point concernant la place des femmes dans ces luttes pour l'indépendance. Alors, je vais aussi vous parler de Manuela Sáenz, qui était surtout connue au début là, dans l'historiographie, disons, pour être l'amante de Bolívar, mais qui en fait a été une véritable héroïne de guerre. Donc, je vais revenir Qui à était ça. beaucoup plus que l'amante de. Ah oui, qui était oui, c'est ça, elle était pas simplement l'amante. Donc, on y reviendra tantôt. Avant de me lancer dans le vif du sujet, je vous fais une petite contextualisation. C'est drôle, on dirait que je commence tout le temps mes chroniques par une petite contextualisation. Pourtant, on connaît pas tout. Oui, mais voilà. mais tu sais, c'est le propre de l'histoire, hein, de remettre en contexte. Donc, voilà. On sait que depuis la conquête du 16e siècle, l'Amérique était sous le joug des empires espagnols et portugais. Bon, puis là, dans le cadre de ma chronique, c'est plus l'occupation espagnole qui nous intéresse. Donc, la société coloniale est profondément marquée par des rapports hiérarchiques raciaux. Au sommet de la pyramide sociale, disons, il y a les Espagnols. Viennent ensuite ceux qu'on appelle les créoles, qui sont des descendants des Espagnols, mais qui sont nés en terre d'Amérique, c'est ça. Donc, les créoles forment en fait l'espèce d'aristocratie et de bourgeoisie locale, mais ils n'ont pas accès aux postes de pouvoir politique qui sont occupés De par leur bien sûr. naissance, Exact. qui n'est pas espagnol. Exactement. Puis bon, au bas de cette pyramide sociale, il y a les peuples autochtones et les esclaves qui sont soumis depuis l'arrivée des Européens. Alors évidemment, ce contexte va entraîner beaucoup de tensions raciales. Puis là, dans mon petit topo très bref, là, je rentrerai pas dans toutes les dynamiques coloniales qui ont mené aux guerres d'indépendance. Non, parce que c'est hyper complexe. C'est très long et complexe, effectivement. Mais je vais juste dire donc que dès la fin du 18e siècle, il y a plusieurs événements qui vont ébranler les empires. Notamment, on pense en 1780 à la grande rébellion indigène menée par Tupac Amaru dans le sud du Pérou. Puis bon, même si cette rébellion-là échoue, ça va quand même faire peur aux autorités et aux élites coloniales. Et ça fera beaucoup l'imaginaire aussi des créoles à l'époque. Absolument, ouais. C'est ça, qui sont une élite, mais pas vraiment parce qu'ils n'ont pas accès au poste de pouvoir, et là, qui voient des indigènes se rebeller. Soulever. Exactement. Et ébranler aussi un peu le pouvoir local aussi en même temps. Et faire peur aux autorités, donc. Même chose un peu qui se produit en Haïti, quand elle se déclare indépendante suite à la lutte menée par Toussaint Louverture dès 1791. Et là, ça va vraiment permettre aux créoles de se dire, OK, on se lance aussi dans un mouvement d'indépendance. Et petite précision, indépendance d'Haïti qui va être acquise en 1804. Oui, en 1804, exactement. Merci, Étienne. Donc, quelques années plus tard, en 1810, c'est vraiment le début du mouvement d'indépendance dans les colonies espagnoles. Donc, dans plusieurs villes, les créoles se regroupent et vont former des juntes pour gouverner. Donc, ils vont essayer de s'auto-gérer. Puis, le 19 avril 1810, plus précisément, commence à Caracas, au Venezuela, la révolution d'indépendance que va mener Bolívar et dans laquelle il va vraiment être impliqué jusqu'à sa mort. Donc, vraiment, là, c'est ça, la lutte pour l'indépendance s'intensifie à ce moment. Puis là, c'est sûr qu'il va y avoir plusieurs batailles, plusieurs fronts que je vais pas énumérer ici parce qu'encore, ce serait vraiment long. Et je fais un saut dans le temps pour aller directement en décembre 1824, moment où une armée patriote remporte la bataille d'Ayacucho au Pérou. Et cette bataille va mettre fin au pouvoir espagnol en Amérique du Sud, sauf que l'Espagne va garder quand même ses possessions dans les Caraïbes. Cuba, par exemple.
Exemple. Ouais, qui va faire sa révolution beaucoup plus tard. Ouais. Avec l'aide des Américains, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, ça pourrait faire l'objet d'une autre chronique. Bien entendu. Alors, Bolivar, dans tout ça, celui qu'on a nommé El Libertador, quelles étaient exactement donc ses intentions, son discours politique, son idéologie? Alors, au risque de décevoir certaines admirateurs ou admiratrices, en tout cas, je précise que moi, ici, quand j'étais au cégep, j'ai vraiment eu une fascination un peu étrange pour Bolivar après avoir lu les livres de Gabriel Garcia Marquez, Le général dans son labyrinthe, qui justement raconte les derniers moments de la vie de Bolivar. Alors bref, au risque de décevoir ceux et celles qui pourraient l'admirer, je pense qu'il est quand même important de rappeler à quel point son idéal est révolutionnaire, et là je le mets entre gros guillemets, a été teinté par un profond patriotisme élitiste et paternaliste. Donc, ouais. Pour discerner tout ça, il suffit par exemple de se pencher sur ce qu'il a écrit. En fait, je pense surtout à la célèbre Lettre à un habitant de la Jamaïque que Bolivar rédige le 6 septembre 1815, alors qu'il est en exil justement en Jamaïque, et il écrit ça à un de ses compagnons de la lutte pour l'indépendance, Henry Cullum, qui était un général ou quelque chose comme ça. Donc en fait, dans sa lettre, là, il se gêne vraiment pas pour déclarer sans relâche, et je cite, « la guerre à mort aux Espagnols ». Disons que sa haine envers la monarchie et la couronne d'Espagne ne s'est jamais atténuée, bien au contraire. Sa lettre à un habitant de la Jamaïque, justement, témoigne explicitement d'un vocabulaire et d'un ton clairement hostile à l'égard de l'Espagne, dirigé contre ce pouvoir, je cite, « usurpateur étranger, cet ennemi qui injustement a déclaré la guerre aux colonies sans en avoir le droit ». Alors vraiment, face à la domination d'une nation telle que l'Espagne, qui ne réussit à faire émerger que, et je cite encore Bolivar, cruauté, ambition, esprit de vengeance et cupidité, lui, il ne perçoit qu'une seule voie possible, une révolution, mais une révolution qui conduirait à la constitution d'un gouvernement, et je cite encore, juste et libéral. Donc on est bien dans l'esprit d'un parfait républicanisme de l'époque. Non, on est loin des révolutions communistes et socialistes, hein. On est Qui arriveront un petit peu plus tard. Un petit peu plus tard, ouais, même un siècle plus tard, mais là, on est loin de tout ça. Même que Bolivar va juger que les futurs États indépendants, pour lesquels il se bat vraiment pour l'indépendance, ne sont pas prêts pour ce genre de gouvernement. En gros, il manque de préparation et de connaissances nécessaires à l'élaboration d'une république. Il faut dire ici que Bolivar est connu pour avoir déclaré, et je cite, « Compagnons, les armes vous ont donné l'indépendance, les lois vous donneront la liberté. » Bien entendu. Bien entendu. On voit que c'est un républicain très convaincu. Et même, au fond, une caractéristique importante de son républicanisme, et même nationalisme, c'est qu'il comporte d'abord et avant tout, oui, un rejet profond et une critique véhémente de l'autorité monarchique espagnole, mais c'est un nationalisme patriotique vraiment imprégné d'une tendance élitiste et paternaliste. Parce que je rappelle ici que Bolivar est issu d'un cercle très élevé socialement. Il fait partie de l'aristocratie créole, et il a été très certainement influencé par donc son milieu aristocratique, oui, d'autant plus que il a voyagé en Europe dès les années 1800, au début. Il s'en va à Paris, puis bon, il rencontre des philosophes qui vont lui faire découvrir les idées des Lumières et de la Révolution française qui vont énormément l'inspirer. Fait que bref, son idée de la révolution ne tient pas compte des couches sociales plus basses, mais bien juste de se débarrasser de la monarchie. Absolument. Est-ce que c'est quelqu'un j'imagine, de très bien éduqué aussi? Très éduqué. Il est allé étudier à l'étranger aussi? Probablement que oui. Ouais, il a fait dans ses voyages, il a été un peu à l'université. Puis, tu sais, le français à l'époque, c'est la langue diplomatique. Là, donc, il parle un français impeccable. Il y a des manières françaises. Donc, on voit qu'il est très influencé. Donc, il est très influencé par la Révolution française. Exact, la culture française, tout ça. Mais encore, dans son idéal, il ne se dit pas, et je cite, « convaincu par le système fédéral entre les peuples et les représentants, car il est trop parfait et exige des vertus et des qualités politiques très supérieures aux nôtres. » Donc voilà, il doute carrément de la disposition des Latino-Américains à construire un système démocratique pour lequel semblent requis des critères intellectuels et institutionnels qui ne sont pas encore assez développés dans les colonies. Mais y avait-tu comme projet de développer ce sentiment-là, cette capacité chez ses compatriotes? Oui, il l'avait un peu, mais ses compatriotes sont tous aristocratiques, n'est-ce pas? Donc, les peuples autochtones ou les esclaves... Ils rentrent pas dans l'équation de sa révolution. Plus ou moins. Donc, et Bolivar est aussi un fervent tenant du panaméricanisme. Pour lui, les Amériques doivent former un tout uni. Il a sans cesse insisté sur ce qui unissait les nations, pourtant profondément distinctes, donc le partage d'une langue, de coutumes et d'une religion commune, mais qui, paradoxalement, sont imposés par la conquête espagnole. Donc, ça, c'est un autre paradoxe de l'idéologie bolivarienne qui est
peu soulevée dans l'historiographie. En fait, il se réclame d'une culture tout à fait espagnole. Absolument. Mais il y en a juste contre la monarchie. Étant lui-même descendant d'Espagnol, en fait. Et il y a eu une éducation espagnole. Effectivement. Ouais. Donc, bref, ça, c'est la figure de Bolivar. Je voulais vous faire un petit topo pour nuancer le mythe glorificateur qui l'entoure. Est-ce que maintenant, l'historiographie a quand même changé un peu sa vision en fait, sa façon de décrire Bolivar? Oui, quand même. Il y a eu une relecture, en fait, beaucoup au 20e siècle de la figure de Bolivar, puis qui s'est accompagnée en parallèle d'une relecture des femmes, de l'implication des femmes dans les guerres d'indépendance. Donc, justement, c'est là que je m'en allais. Parce que, justement, il y a eu des femmes qui se sont impliquées. L'historiographie, bon, on le sait, a tendance à retenir les actions héroïques des hommes politiques et militaires. Puis, c'est ça, dans ce cas-ci, la figure de Bolivar a vraiment éclipsé la figure de Manuela Sáenz, probablement d'abord parce qu'elle n'a été considérée au départ que comme sa maîtresse, comme souvent ça arrive dans l'histoire quand les femmes sont considérées comme les épouses ou les sœurs ou les filles de grands personnages masculins. Donc, c'est ça, quant à Manuela Sáenz, c'est vraiment juste au 20e siècle qu'il y a un courant historiographique révisionniste qui a voulu montrer son véritable rôle, puis qu'elle a commencé, disons, à être connue comme une femme ayant eu une agentivité comme sujet politique. On sait que ses contemporains l'ont considérée comme provocante et qu'ils ont durement réprouvé ses comportements. Mais oui, c'est sûr, une femme à l'époque qui osait parler sur la place publique, qui luttait pour les droits des femmes, qui se battait aux côtés des hommes, qui a même eu le grade de colonel, ça choquait. On est loin du portrait de la passive amante, en tout cas. Exactement, ouais. Donc, mais c'est ça, les interprétations historiques, disons, mainstream, là, pardonnez le mot anglais, de tout le 19e siècle, même jusqu'au début du 20e, ont probablement voulu voiler toutes les actions de Manuela, ignorer son rôle important, en fait, et l'ont simplement considérée comme une figure décorative et romantique, une simple séductrice qui aurait accompli des choses uniquement grâce à Bolivar parce qu'elle était son amante. Et c'est ça, comme je le disais tantôt, c'est justement avec un certain révisionnisme au cours du 20e siècle, surtout dans la deuxième moitié du 20e, qu'elle a finalement été reconnue comme une des héroïnes de la lutte pour l'indépendance. Puis même qu'elle passe, selon une frange de l'historiographie plus contemporaine, pour une des grandes figures du féminisme, ou en tout cas d'un proto-féminisme en Amérique latine. Donc elle a vraiment acquis à ce moment le statut de sujet politique dans l'histoire et non plus de simple légende sexuelle. Puis juste pour vous donner une idée de sa trempe, de ce qu'elle a pu accomplir comme action, elle avait marié un riche médecin anglais qu'elle quitte promptement en 1822 pour commencer sa liaison avec Bolivar. Et ça, évidemment, c'était très mal perçu dans la société. Bolivar, lui, était déjà marié, sa femme était décédée, et ils ont commencé à se fréquenter, mais sans vouloir se marier. Donc, c'était... Mais il n'y aurait pas pu de toute façon, parce qu'elle n'était pas... Mais elle était encore pas mariée. Vraiment reconnue. Ben c'est ça, puis surtout pas à l'initiative de la femme. Je pense pas qu'il y a un prêtre ou un curé qui aurait accepté de prononcer ce divorce-là, puis de prononcer le mariage suivant, en fait. Ça... Non, c'est ça. Puis de toute façon, je pense qu'ils étaient trop occupés à mener la révolution d'indépendance pour penser à se marier. Donc, mais c'est ça. la relation de Bolivar avec, en tant que bon républicain, sa relation avec l'Église, ça ressemblait à quoi? Mon Dieu, je pourrais pas exactement développer là-dessus. Je sais qu'il était très en faveur de la religion catholique parce qu'il disait que c'était justement un fait qui unissait son idée du panaméricanisme. Mais je sais pas jusqu'à quel point il a été très pratiquant et croyant. Ou s'il a rejeté, s'il se prétendait lui-même un athée, parce que ça aussi, évidemment, ça peut peut-être jouer un petit peu. Non seulement le divorce de la dame ne serait pas reconnu, mais peut-être qu'il en avait rien à foutre non plus de se marier. Peut-être, oui, effectivement. Mais c'est ça, donc bref, elle s'est engagée aux yeux de tous auprès de Bolivar et s'engage, c'est ça, du coup, dans la lutte d'indépendance. Et parallèlement, elle luttait pour les droits des femmes. Bon là, je sais pas dans quelle action concrète elle l'a faite, mais elle parlait beaucoup sur la place publique. Donc, puis étant elle-même femme qui combattait dans l'armée auprès des hommes, elle a dû faire valoir son point souvent. Elle était seule dans cette situation à être dans l'armée ou il y a eu d'autres femmes en fait, puis c'est ça, j'allais y venir éventuellement, mais je peux en parler tout de suite. Là, il y a entre autres la figure de Juana Azurduy qu'on a beaucoup reconnue plus tard dans l'historiographie aussi, qui a eu le grade de colonel, qui a combattu auprès des hommes, puis probablement qu'il y a eu plein d'autres femmes en fait qui ont combattu dans cette armée-là d'indépendance. Et là, on parle évidemment de combats mixtes. Il n'y a pas des régiments strictement féminins ou... Je crois pas, non. Non, ça devait être vraiment hommes et femmes qui se battent côte à côte. Puis, c'est ça, pour revenir à la figure de Manuela,
On l'avait nommée la Libertadora del Libertador, donc libératrice du libérateur, parce qu'elle a déjoué une tentative d'assassinat envers Bolivar. Donc ça, même dans l'historiographie, j'imagine que ça aurait pu changer un peu les interprétations puis la considérer comme quand même une héroïne. Là. Elle a sauvé le Libertador. Oui. C'est pas rien quand même. Mais non, malgré tout, les interprétations restaient, c'est ça, plus axées sur le fait qu'elle était jolie et séductrice. Donc, c'est ça, voilà, je voulais vraiment démystifier ces événements de la guerre d'indépendance. Super. J'ai une question pour toi sur, en fait, le rôle des Autochtones. Ouais. C'est un beau sujet, je l'aime beaucoup, mais je trouve qu'on n'en parle vraiment pas beaucoup pour l'Amérique latine non plus, autant qu'on n'en parle pas beaucoup au Canada. Est-ce qu'ils ont un rôle actif? Est-ce qu'ils font partie de l'armée? Est-ce qu'ils revendiquent des choses? Ou... Ben oui, en fait, puis ils ont fait partie de l'armée parce qu'on sait que, justement, la bataille que je mentionnais d'Ayacucho en 1824 a été remportée par une armée multinationale. Donc, il y avait des gens de plusieurs vice-royautés et des gens de plusieurs classes sociales ou ethnies, si on veut. Là. Donc, même les esclaves ou... Les esclaves, je pourrais pas te le dire comme ça, mais en fait, probablement que oui. On peut supposer que... Mais souvent, esclaves et autochtones étaient synonymes. Mais il me semble que j'ai déjà entendu ça dans le cours sur l'Amérique latine. Okay. Il me semble qu'il était... C'était vraiment tout le monde contre un ennemi commun qui était les Espagnols. Exactement. C'était une unité de tout le monde. Oui, effectivement. Puis, ultimement... En fait, les maîtres se battaient et amenaient leurs esclaves se battre avec eux. Mm-hmm. Mais est-ce que la classe créole, dans le fond, leur volonté principale, c'est vraiment de se détacher complètement de la couronne espagnole? Oui, pour prendre le pouvoir et diriger. Donc. Est-ce qu'ils ont des revendications est-ce qu'ils ont comme annoncé des choses pour le sort des Autochtones? Est-ce que les Autochtones ont une place dans leur société de rêve ou non? Par exemple, dans le discours de Bolivar, ils sont beaucoup éclipsés. Okay. Donc, quand ils parlent de mener l'indépendance et de prendre le pouvoir pour former des républiques, ça exclut les Autochtones, ils n'en parlent pas vraiment. Qui sont des sous-humains, bien entendu. Ouais, non, c'est régulièrement dans plusieurs... mais tu sais, c'est bien utile pour venir se battre avec nous contre les Espagnols, mais pour le reste, wow! Ou pour couper de la canne à sucre aussi, exact. Ça peut être pratique. C'est ça, l'indépendance ne signifiait pas la fin des relations hiérarchiques coloniales. Non. Pas du tout. Qui se sont maintenus longtemps. Qui se sont maintenus très justement, longtemps. Ils se sont maintenus jusqu'à quand... en gros, la relation autochtone vue comme une sous-personne, est-ce que c'est récent? Tout au cours du 19e siècle, ça s'est perpétué. Puis il a fallu vraiment que ça vienne donc des Autochtones qui se sont inspirés du mouvement de Tupac Amaru, puis qui se sont revendiqués d'un indigénisme puis d'une culture à part entière pour répondre à des fins politiques. Identité. Exactement. Ouais, mais il a fallu attendre vers encore la fin du 19e. OK, mais c'est quand même tôt, là. Ouais. Ouais, quand même. Mais merci beaucoup, Adèle, pour cette petite visite en Amérique du Sud. On va se quitter pour une petite pause musicale. Alors, on en profite, vu qu'on parle d'Amérique espagnole, pour écouter un petit peu de chansons en espagnol. On écoute Lassa de Cela, une artiste née à New York d'un père mexicain et d'une mère américaine qui a débuté sa carrière dans Myland, donc un petit peu l'international. Je rappelle qu'elle est décédée beaucoup trop jeune, à 37 ans, d'un cancer du sein le 1er janvier 2010, donc ça a fait 7 ans il y a quelques semaines. Et on souligne cette année le 20e anniversaire de la sortie de son premier disque, La Llorona, qui est un autre personnage mythique, qui pourrait faire l'objet d'une éventuelle chronique si ça intéresse quelqu'un. La chanson qu'on écoute est tirée de ce premier album et elle a pour titre El Arbolo del Olvido, et on se reprend dans quelques minutes. Se llama donde van a consolarse, Vidalita, los moribundos de la alma.
para no pensar en vos, en el árbol del olvido. Me acosté una nochecita, Vidalita, y me quedé bien dormida. Y al despertar de aquel sueño, pensaba en vos otra vez, pues me olvidé de olvidarte, Vidalita. En cuantito me acosté. De retour à Histoire de passer le temps, Étienne Lapointe au micro de choc.ca en compagnie d'un panel exclusivement composé, un panel exclusivement féminin. Je peux le souligner une fois de temps en temps, ça arrive pas si souvent. Et sans plus tarder, sans plus de préambule, après cette chanson triste et langoureuse de la Somme, Anne-Frédérique Morin, je te cède le micro. Ben merci. Moi, je vous parle aujourd'hui de la réserve de Listugouche. Ça m'a pris un petit peu de temps à comprendre comment le prononcer. Si vous voulez aller voir comment c'est écrit, c'est funky. On n'est pas habitué de voir ça, mais ça se dit Listugouche. Donc, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est assez simple. En fait, en novembre dernier, ça fait déjà un peu plus de 2 mois, j'ai pris connaissance d'une nouvelle qui était sortie là, sur Radio-Can, mais vraiment une nouvelle à travers les branches qui n'a pas fait du tout la une. Dans le fond, ça concerne quelque chose de positif. Et là, c'est vraiment rare. Donc, ça concerne les Autochtones et du positif. Puis là, je me suis dit, mais comment ça? Surprise. Faut le souligner. Mais là, surprise, effectivement, personne n'en parle. Donc, là, je veux ramener ça sur le devant de la scène. Là, c'est vraiment important. Pour la première fois au Canada, il y a un baccalauréat en enseignement qui va être entièrement donné dans une communauté autochtone. Et là, ça, c'est quand même impressionnant. Il y a 18 étudiants qui suivent présentement cette formation sur la réserve de la communauté Mi'kmaq de Listugouche en Gaspésie. C'est le Bureau de la formation des maîtres autochtones et Inuits de l'Université McGill qui a mis sur pied cette formation-là. C'est vraiment à la demande même de la communauté. Et donc, c'est exclusivement là-bas que c'est offert. Les enseignants se déplacent même là, pour donner le service. Donc, ils peuvent venir de McGill, de l'UQAR, de l'Université Laval. Bref, ils vont vraiment se déplacer dans la réserve pour donner les cours. C'est ce que c'est réservé aux habitants Mi'kmaq de la réserve. Oui, comme un Gaspésien qui habite proche, mais qui est loin donc de toute autre institution universitaire, pourrait pas y aller. Non, effectivement, pour l'instant, c'est réservé à la communauté. Pour l'instant, en fait, c'est la première année que c'est donné. Donc, j'imagine qu'ils vont l'agrandir parce que la volonté, en fait, c'est que ça soit ouvert à toutes les communautés autochtones. C'est surtout, en fait, pour donner de l'enseignement sur place et adapter aussi à la réalité auquel ils font face, là, parce que on n'enseigne pas nécessairement la pédagogie de la même façon pour enseigner par la suite sur la réserve. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'ils vont recevoir un enseignement qui va être, en fait, qui est le même enseignement en gros que dans les autres universités au Québec. Donc, ils vont recevoir le même diplôme qu'un enseignant primaire ou un enseignant secondaire va recevoir de l'Université de Montréal, par exemple. Donc, ils vont pouvoir enseigner autant sur les réserves qu'à l'extérieur. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Mm-hmm. Ça les limite pas à rester sur place. Ce qui serait un peu dommage aussi, là, ça perpétuerait le peu contre-productif. Oui, effectivement. Et comme je disais, c'est la première fois que le baccalauréat est offert au complet. Précédemment, il y avait quelques cours qui pouvaient être offerts des fois là, sur des réserves. Il y a un certificat d'enseignement qui est donné en Inuktitut dans des communautés, en fait dans des villages inuits présentement, mais le baccalauréat pas au complet.
Donc, je trouve qu'on n'a pas du tout entendu parler de cette nouvelle-là et c'est très dommage parce que c'est vraiment un gros développement qui commence à se créer là, pour les communautés. Puis ben ça me permettait de vous parler là, de la communauté de l'Istugouche qui est relativement peu connue puis qui est pourtant très importante là, dans le développement de la tradition autochtone au Québec mais aussi au Canada. Donc, brièvement, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les Micmacs, mais en tout cas, je vais vous brosser un portrait assez large pour ensuite vous parler de la réserve en soi. Les Micmacs, c'est un peuple amérindien qui est généralement en fait, les villages sont généralement dans le nord-est de l'Amérique, puis ils font partie des peuples algonquiens. Et là, question quiz, c'est quoi la différence entre Micmac et algonquin, le savez-vous? Je vois des faces juste comme... Tu vois le vide sidéral dans nos yeux. C'est ça. Mais c'était pas une question comme... qui tue, là. Même moi, je le savais pas. En fait, il y a deux appellations. Il y a les peuples algonquiens et il y a la nation algonquienne. Les différentes nations au Québec, il y en a 11. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente chronique. Et tu avais aussi fait un pub quiz où tu me l'avais déjà demandé. C'est un souvenir peu heureux pour moi. Et je vous poserai pas la question. Vous avez écouté la chronique. Mais dans le fond, la nation Micmac fait partie des peuples algonquiens. Donc, c'est ça la grande différence. Au Québec, on retrouve deux catégories de peuples algonquiens. On a les Algonquiens de l'Est, dont font partie les Micmacs, les Abénaquis et les Malécites. Puis on a aussi les Algonquiens du Nord, donc avec les Cris, les Algonquins eux-mêmes et les Montagnais. En fait, ce qui fait qu'on les classe dans les peuples algonquiens, c'est vraiment une similarité au niveau de la langue, puis aussi au niveau du chemin qu'ils ont parcouru pour venir s'installer dans l'Est de l'Amérique. Donc, c'est plus par rapport à ça. Il y a aujourd'hui 28 groupes distincts, 28 communautés de Micmac au Canada. Puis, il y en a un seul qui est aux États-Unis. Là, quand je dis aux États-Unis, c'est pas très loin du Canada. C'est à 20 km seulement de la frontière avec le Nouveau-Brunswick. C'est dans le Maine. Donc, c'est très, très localisé. Ils sont arrivés il y a plus de 10 000 ans en Gaspésie. Puis, les Micmacs ont conquis par la suite le Terre-Neuve puis plusieurs autres provinces du Canada. On les appelle les premiers hommes. Ils sont venus de l'Ouest là, par le détroit de Bering, puis ils étaient présents dans cette partie du monde là, bien avant la venue des fameux Vikings. Donc, ils sont là depuis très, très longtemps. La réserve amérindienne de l'Istugouche est située là, au fond complètement de la baie des Chaleurs en Gaspésie, puis à l'embouchure de la rivière Ristigouche. C'est d'ailleurs le premier nom qui a été donné à la réserve. Donc, en français, Restigouche et en anglais, Ristigouche, qui signifie « bonne rivière ». Donc, c'est aussi simple que ça. Les Anglais et les Français n'étaient pas capables de comprendre le vrai mot que les Micmacs disaient pour ça. Ils en ont inventé un qui ressemblait un peu. Fait que c'est resté comme ça. Et c'est seulement en 93 là, que le nom l'Istugouche va être choisi pour désigner la réserve. Le mot l'Istugouche a énormément de significations. Là, c'est assez impressionnant. Il y en a qui disent que ça veut dire « rivière divisée comme une main à son embouchure ». C'est un petit peu long, c'est très poétique. Oui, c'est beau. Il y en a d'autres qui vont dire que ce serait la déformation de l'Istugotch, cri de guerre Micmac signifiant « désobéis à ton père ». Ça serait un cri qui aurait servi de signal là, pour l'extermination d'une communauté iroquoise. C'est un peu moins poétique. Oui. Puis il y en a d'autres tout simplement qui vont dire que ça veut dire « longue guerre » ou « longue rivière ». Bref, personne s'entend, c'est très compliqué. Avant l'arrivée d'une mission à l'Istugouche, les Micmacs vont être établis là depuis plusieurs siècles. Ils vont chasser, mais surtout pêcher. C'est vraiment des très grands pêcheurs. En fait, c'est le moyen de subsistance le plus facile pour eux. Je vous rappelle que la baie des Chaleurs donne pas mal dans l'océan Atlantique. C'est beaucoup, beaucoup de poissons pour eux. Il y a beaucoup de rivières à saumon dans le coin aussi. Ah oui, c'est assez impressionnant. Et la rivière Ristigouche est particulièrement abondante au niveau du saumon. Ils vont vivre dans les fameux wigwams et dans des tipis. Là, c'est vraiment pour vous ramener à vos cours de secondaire. Ce qui est particulier avec les Micmacs, c'est qu'ils vont se tenir au courant des différentes communautés avec un système de coureurs qui est vraiment développé, puis comparativement à beaucoup d'autres communautés, vont avoir un langage écrit quand même rudimentaire, mais quand même vont laisser des écrits, ce qui est très, très particulier. La plupart des autres peuples autochtones ne le font pas. Donc, c'est une communauté qui est assez bien développée, puis qui est relativement instruite, lorsque ils voient l'arrivée des Européens au 17e, 18e siècle. Donc, c'est une mission qui va être établie en 1745 et en fait, ils vont leur donner plein de beaux noms.
Puis la réserve va être créée officiellement par la suite en 1853, mais pendant tout ce temps-là, c'est toujours un désir d'évangélisation, de conversion, d'éradiquer l'Indien dans l'Indien. Donc c'est le sauvage dans l'Indien. Et voilà, faut civiliser le sauvage. Oui, exactement. Il y a eu des écoles, puis il y a eu aussi des pensionnats. Donc on se rappelle toujours ces belles histoires-là. C'est super. Mais on a pris des enfants de cette réserve-là pour les envoyer dans des pensionnats plus éloignés pour être certains. Oui, toujours. Le but est toujours d'éradiquer l'enfant. Fait qu'on l'éloigne le plus possible de la famille pour être certain qu'il ne revienne pas. Parce qu'il faut pas qu'il s'enfuit puis qu'il retourne à sa famille. Non, c'est un déracinement total. Complet. Et ça, dès le plus jeune âge. Là, on parle de 2, 3, 4 ans. C'est assez impressionnant. En fait, Ristigouche, c'est pas vraiment... là, je dis Ristigouche parce qu'à l'époque, ça l'était. Est vraiment connu pour une chose qui, pour moi, est un petit peu farfelue. La plupart de l'historiographie va parler de son rôle joué dans la guerre de la conquête, dans la guerre de 7 ans, entre les Anglais et les Français. Bref, la dernière bataille va avoir lieu à Ristigouche. Et les Autochtones étaient des alliés des Français. Mais bref, c'est un peu de pourquoi on se rappelle de cette communauté-là. Mais on parle comme si c'était la dernière guerre, puis c'est la fin de la présence française. Mais voyons donc, c'était fini depuis bien longtemps. Là, depuis Québec, depuis Montréal, il n'y avait plus rien. C'est pas une petite bataille dans le fond de la baie des Chaleurs c'est plusieurs mois qui va changer quelque chose. Puis c'est aussi que les Anglais ont été postés dans la baie des Chaleurs pendant 4 mois sans rien faire, puis ils ont juste comme laissé leur bateau là sans s'attaquer, puis finalement ils ont attaqué, 6 jours plus tard les Français ont abdiqué. Mais en fait les Français ont comme sont arrivés, ils sont partis de Québec puis de Montréal pour venir les sauver, puis quand ils sont arrivés, les Anglais ont fait OK, on va se battre avec vous, se battre pendant quelques jours, c'est la fin des Français et voilà. Ah non, c'est un peu ridicule. Ouais. Mais je trouve ça très dommage qu'on se rappelle de cette communauté là pour ce rôle là qui est en fait qui est un peu réducteur. Oui, c'est ça, c'est très très réducteur et c'est encore toujours de centraliser l'histoire autochtone autour des différents grands événements européens. C'est encore très colonialiste comme interprétation. Comme je vous disais tantôt, la pêche au saumon est l'activité traditionnelle vraiment importante. C'est de ça que vivent la plupart des membres de la communauté. La bonne entente n'a pas toujours été présente entre les différents paliers gouvernementaux et le clan de la communauté. On s'en doute. Et c'est effectivement. En 1980, depuis déjà plusieurs décennies, les pêcheurs de l'Istugouche se servent de filets pour capturer le saumon. Les droits de pêche font partie des droits ancestraux décrétés par le gouvernement fédéral. Donc, le 9 juin 1981, le ministre québécois Lucien Lessard, donc c'est le ministre québécois des Loisirs, Chasse et Pêche, va envoyer un avis au chef de l'Istugouche exigeant que les filets soient retirés en moins de 24 heures. Donc le 11 juin à 11h20, on voit arriver un hélicoptère et 550 policiers provinciaux pour effectuer une descente et enlever les filets de pêche illégaux. 550. 550. Ils sont combien sur la réserve? Ils sont pas beaucoup, ils sont moins de 1000. Donc c'est assez impressionnant. Et là-dedans, moins de 1000, c'est les femmes, enfants et pas de pêcheurs. Ils sont 50 pêcheurs. Les lignes téléphoniques furent coupées, puis il y a eu aussi une douzaine d'arrestations très brutales. Il y a plusieurs communautés autochtones qui vont se mobiliser partout au pays, dont les Mohawks de Kanawaki, qui vont faire un blocage de sympathie du pont Mercier. C'est leur spécialité. Un classique. Oui, c'est ça. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il va y avoir une autre descente. En 82, il va y avoir un procès médiatisé, puis il y a des gens, finalement, qui vont être condamnés à passer quelques mois en prison. C'est assez impressionnant. Mais un mois plus tard, en juin 82, le ministre Lucien Lessard, qui est toujours ministre, décrète qu'il est inutile de restreindre la pêche du côté québécois de la baie, alors qu'au Nouveau-Brunswick, il n'y a pas de restriction. Alors, il a ouvert la pêche. Alors, et donc, ils ont pu remettre leur filet 2 ans après toute la saga. Un mois après la condamnation en procès de 2 pêcheurs. Donc, puis on présume que le temps de la pêche était fini? Oui, non, c'est vraiment, c'est horrible. Ils ont juste scrappé 3 saisons de pêche. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je trouve que ça vaudrait la peine pour vous d'aller voir un film. C'est sur le site de l'ONF, c'est le film d'Alanis Obomsawin, qui fait partie de la communauté. Ça s'appelle La survie de nos enfants. Puis, dans le fond, c'est un peu sur la volonté de l'autogestion des ressources naturelles là, de cette communauté-là. C'est dans le fond, ça montre vraiment l'esprit de communauté qui se fait par rapport à leur territoire. Donc, c'est super intéressant. On va mettre le lien sur le site internet, en fait sur notre page Facebook. C'est la même cinéaste qui avait fait le film sur la crise d'Oka. Oui, exactement.
Donc, c'est super, puis c'est gratuit sur le site de l'ONF. Et donc, je trouvais que c'était bien de conclure avec ça. C'est du négatif, mais en même temps, on se rappelle qu'aujourd'hui, ils vivent quand même des beaux éléments positifs dans leur communauté. Donc, mais c'est pas parfait pour autant. Non, loin d'être parfait. Faut quand même pas oublier ce détail-là. Merci beaucoup, Anne-Frédérique. Commentaires, des questions? J'ai été un peu intense, mais c'est comme une petite fin rude un peu, oui. mais... Ben merci donc à vous tous et toutes. Merci à vous ici avant toute chose, Isabelle Dufour, Adèle Clapperton-Richard, Frédéric Morin et Amélie Roy-Bergeron pour votre charmante compagnie et vos chroniques fort pertinente. Merci à vous tous et toutes d'avoir été à l'écoute d'Histoire de passer le temps en ce vendredi. Pour écouter ou réécouter les anciens épisodes, vous pouvez le faire par le biais de la page de choc.ca, bien entendu, mais aussi en vous abonnant à notre podcast et sur iTunes ou Google Play. Ceux et celles qui nous écoutent en direct, mais restez à l'écoute parce que votre 5 à 7 du vendredi commence. Ça débute avec Bras de fer, votre rendez-vous hebdomadaire Beat, Bass and Rhythm, et ça se poursuit à 18h avec La Rivière, la référence en matière de musique drone, ambiante, minimaliste et expérimentale. Pour notre part, on vous invite à être des nôtres la semaine prochaine dès 16h sur choc.ca, évidemment. David Saint-Denis-Lisée, Mathieu Cordeau et un invité, Florian Alatorre, seront les chroniqueurs la semaine prochaine et on vous dit donc bonne semaine et à la semaine prochaine. Good.